Écoutez, bienvenue à ce webinaire d'une heure. Alors, c'est un peu rapide, hein, il y aurait tellement de choses à dire sur les absences que voilà, on s'est focalisé avec Laurent sur les justificatifs que le salarié doit vous fournir en cas d'absence. Et vous, vis-à-vis de nous, les documents que nous, on a besoin pour traiter la paye. Voilà. Alors, c'est vrai que les absences, c'est un domaine qui fait toujours un petit peu pas plaisir parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu au niveau organisationnel très compliqué à gérer. Quand il y a des absences qui sont programmées, comme les absences en sol, les congés payés, ça va parce qu'on peut s'organiser. Quand il y a des absences qui sont non programmées, hein, enfin, voilà, des arrêts maladie, c'est un peu plus compliqué au niveau organisationnel. Et c'est vrai que j'ai voulu faire ce webinaire avec Laurent parce qu'on se rend compte que souvent, il nous manque des informations en paye qui parfois sont primordiales pour qu'on puisse faire la paye correctement. C'est pour ça que voilà, on a décidé de faire ce petit webinaire, ce qui vous permet de bien recadrer les absences. Alors aujourd'hui, on va décomposer les absences en absences et justificatives d'ailleurs, en trois parties. La première partie, c'est tout ce qui est arrêt de travail. La deuxième partie, c'est des absences autres que arrêt de travail. Et la troisième partie, c'est en cas d'embauche et de sortie d'un salarié. Donc, on va commencer par les arrêts de travail. Alors, les arrêts de travail, je fais un tout petit aparté. Je pense que vous en avez dû en entendre parler de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui a fait une révolution dans le monde du travail, puisqu'il y a eu 4 cours de cassation, dont la première, qui est la plus importante, qui dit que maintenant, en cas d'arrêt de travail, on continue d'acquérir des congés payés. Alors, j'ai beaucoup de retours et de questionnements des clients qui me disent « Ah oui, alors ok, très bien pour le futur, ça pose pas de problème, on a bien compris le concept. Mais pour le passé, alors le passé, le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la Cour de cassation dit très clairement qu'il y a 3 ans à reprendre en arrière. D'accord ? C'est-à-dire que comme le délai de prescription des salaires a été porté à 3 ans il y a quelques années, un salarié peut réclamer ses congés payés alors qu'il était en arrêt maladie sur 3 années en arrière. Alors, c'est quand même quelque chose d'énorme parce que même les salariés sortis, d'accord, il y a 1 an par exemple, pour inaptitude, absence maladie, sans solde, etc., peut à aujourd'hui réclamer des congés payés sur la période d'arrêt maladie. J'en parle beaucoup avec des amis qui sont avocats notamment. Ils sont tous d'accord et tous unanimes pour dire qu'il faut attendre avant de régler quoi que ce soit et de donner raison aux salariés, même si à ce jour il a raison, d'accord, mais il faut quand même attendre pour 2 raisons. Déjà, premièrement, le gouvernement a pris en charge le dossier et il va, j'espère, prendre des décisions du type pas de rétroactivité ou ce que j'ai cru entendre rétroactivité sur 18 mois et non pas 3 ans. Donc, il ferait une exception sur ça au niveau de la prescription des salaires. Et surtout, c'est que la Cour de cassation a porté l'affaire devant le Conseil constitutionnel la semaine dernière. Et donc, peut-être qu'avec un peu de chance, je dis bien peut-être, parce que là, je ne suis pas dans la tête des gens qui sont à le Conseil constitutionnel, le Conseil va peut-être invalider cette Cour de cassation en disant, alors, sur le concept de l'égalité, en fait, si vous voulez, parce que l'égalité, c'est de dire un salarié qui travaille a les mêmes droits qu'un salarié qui ne travaille pas. Voilà. Est-ce que c'est égalitaire ou pas? Ça, c'est ce qu'on a demandé au Conseil constitutionnel. Alors, elle a 3 mois pour se prononcer. Ce serait bien qu'elle ne se prononce pas dans 3 mois, parce qu'en attendant, on est sur un gros problème juridique. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des avocats, quand il y a des salariés qui réclament des congés payés, ils sont aussi unanimes pour dire faut dire non. Et s'il va au procès, même si on gagne, bon, déjà il faut qu'il aille en procès, et même s'il gagne, voilà, à un moment donné, on les paiera et puis on transigera devant la cour, devant le conseil. Ah, pardon, on transigera devant le. Ah, j'ai perdu le mot, excusez-moi, c'est vendredi. La conciliation, voilà, d'accord. Donc ça, c'était un petit aparté parce que c'est quand même une révolution cette histoire de congé payé pendant un arrêt maladie, et ça peut coûter cher. Hein. Clairement, ça coûte très cher à certaines entreprises. Alors. Voilà. Petite question, quel document à fournir quand un salarié est malade? Alors déjà, le premier concerné, c'est le salarié, bien évidemment. Le salarié doit vous fournir un arrêt de travail, ça c'est clair et net. Il ne doit pas vous fournir les 3 volets de l'arrêt de travail, comme parfois je le vois. Alors, nous, on le voit un petit peu moins, mais quand j'étais en entreprise, je le voyais assez souvent, où le salarié me remettait les 3 volets, et puis genre, c'était à moi à me débrouiller, à envoyer les volets à la CPM quand alors que c'était lui à le faire. Normalement, c'est que le 3e volet qu'il doit vous fournir, d'accord. Ce 3e volet, évidemment, il faut nous le transmettre, d'accord. Parfois, alors, je suis désolé, mais c'est vrai que parfois, vous faites des scans, c'est illisible.
Moi, j'ai un certain portefeuille client et parfois les clients m'envoient des scans, c'est illisible parce que déjà le médecin écrit très mal. Parfois, c'est écrit au stylo noir et donc ben voilà, ça ressort pas bien avec le scan. Donc faites attention. Bon, après, c'est pas très grave, on vous demande des compléments d'information, hein, mais voilà, faites attention à ce que le scan soit bien lisible, ce qui évite, voilà, ce qui évite de perdre du temps pour vous envoyer les payes et puis d'attendre votre retour, etc. D'accord. C'est tout. Alors, le salarié doit normalement vous envoyer son arrêt de travail. Alors, l'usage, c'est 48 heures, d'accord? En tout cas, lui, il a 48 heures pour l'envoyer à la CPM, mais c'est aussi l'usage de l'envoyer dans les 48 heures. Si vous êtes plus de 20, c'est inscrit dans le règlement intérieur, ce délai d'information. Après, c'est tout, c'est pareil, hein. Oui, j'ai 48 heures, enfin, je me place côté salarié, mais d'un autre côté, un salarié peut comprendre qu'on peut être inquiet aussi quand on est manager, quand on est employeur, quand un salarié ne vient pas travailler le matin. Ça c'est quelque chose qu'ils ont un peu de mal à visualiser dans leur tête. C'est que moi, quand j'ai un de mes collaborateurs qui ne vient pas travailler le matin, bah, indirectement, je suis inquiet. Je me dis, j'espère qu'il n'y a pas un problème, j'espère qu'il n'a pas eu un pépin. Voilà. Donc, dans l'absolu, s'il peut vous prévenir le jour même, c'est plutôt sympathique. Et c'est voilà, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer derrière et à enchaîner sur tout ce qu'il faut faire après. Voilà. Alors nous, côté paye, un rapide, on doit faire ce qu'on appelle l'attestation de salaire. Qui se fait via la DSN maintenant. Et grâce à cette attestation de salaire, le salarié ou l'employeur, s'il y a subrogation, touchera ce qu'on appelle les indemnités journalières de sécurité sociale. Voilà. On fera des questions-réponses à la fin, si vous êtes d'accord. Hein. OK. Voilà. Arrêt de prolongation, alors c'est pareil, hein, c'est le même concept, hein, c'est-à-dire que c'est le médecin traitant qui va faire cet arrêt de prolongation. C'est pareil, hein, il doit vous l'envoyer normalement dans les 48 heures. Je rappelle quand même qu'un salarié qui ne justifie pas une absence est considéré comme un abandon de poste et qu'aujourd'hui, un abandon de poste est considéré comme une démission. Alors, il y a tout un process, évidemment. On ne peut pas lui dire du jour au lendemain, tu as démissionné, merci, au revoir. Mais en tout cas, c'est considéré comme une démission. On peut quand même faire une faute grave, hein. Ça n'a absolument pas été interdit par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut toujours faire une faute grave dans le cas d'un abandon de poste, mais c'est vrai que l'administration aimerait quand même que tout le monde fasse de la démission. Le pourquoi du comment, c'est très simple. Quand on démissionne, on n'a pas le droit au chômage. Voilà. Et donc, ça permet aux salariés qui abandonnent leur poste pour toucher le chômage de ne pas toucher le chômage. OK. Voilà. Donc, un arrêt de prolongation, le salarié vous envoie son certificat. Pareil, feuillet numéro 3, hein, le dernier, pas les deux premiers. Ça, c'est à lui à l'envoyer à la CPAM. Et derrière, vous nous transmettez ce certificat et nous, on le traite en paye. Ce qu'il faut juste pour info, la maladie, c'est 3 ans maximum. Voilà. Et donc, au bout de 3 ans, si le salarié est toujours en arrêt maladie, il va tomber dans ce qu'on appelle l'invalidité. Et là, dans ce cas, c'est un nouveau traitement en paye, parce que là, c'est clairement du sans solde en paye. Parfois, la prévoyance peut verser une indemnité une rente d'invalidité. Mais en tout cas, on change de régime Sécu et donc on change de régime en paye au-delà de 3 ans. Il n'est plus considéré comme étant en arrêt maladie. J'ai eu quelqu'un en ligne l'autre jour, je crois qu'elle est là d'ailleurs, je ne dirai pas qui, sur lequel on a justement ce problème-là d'un salarié qui est malade depuis plus de 3 ans, qui est en invalidité, qui continue d'envoyer des arrêts maladie. Ça ne sert à rien puisque de toute façon, il est en invalidité. Alors, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les procédures. Au bout de 3 ans, il n'y a plus d'arrêt maladie. Même s'il continue, il n'est plus considéré comme malade. OK ? Voilà. Alors, la maladie professionnelle, en toute honnêteté, depuis 30 ans que je fais de la paye, ça fait prétentieux, mais c'est le cas. Ça fait un peu, voilà. J'ai géré une fois une maladie professionnelle. Donc, bon, voilà. Alors, justificatif à produire, en effet, c'est la CPAM qui va reconnaître le caractère professionnel de la maladie. D'accord ? C'est sûrement pas vous qui disent. Vous pouvez avoir une idée, évidemment, mais ce n'est pas vous qui allez dire c'est une maladie professionnelle, c'est bien la caisse primaire d'assurance maladie, la sécurité sociale qui va bien déterminer si oui ou non c'est un arrêt, une maladie professionnelle. Quand il est déclaré comme maladie professionnelle, eh bien, il doit vous remettre le justificatif, la décision de la CPM qui indique que c'est bien une maladie professionnelle. Je rappelle que la maladie professionnelle, c'est l'équivalent d'un accident de travail, d'accord ? Ça sera géré comme un accident de travail en paye. Et voilà. OK. Il y a juste. Alors, à ma connaissance, alors après, c'est pas moi qui gère toutes les payes au quotidien, mais à ma connaissance, je suis pas certain que depuis que j'ai créé le cabinet, on ait eu à gérer une maladie professionnelle en paye. À ma connaissance. Après, comme je vous dis, je suis pas derrière les 9000 payes par mois qu'on fait. OK. Voilà. Le temps partiel thérapeutique. Alors,
Ça, c'est le sujet un peu compliqué. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le salarié qui décide de son planning quand s'il veut revenir à temps partiel thérapeutique, c'est il propose et c'est l'employeur qui accepte. On peut exceptionnellement, alors vraiment très exceptionnellement, refuser le retour d'un salarié à temps partiel thérapeutique. La jurisprudence est très claire si ça désorganise complètement le service. Complètement le service. C'est pour ça qu'il y a des litiges, parce que qu'est-ce qu'on appelle désorganiser complètement un service hein, voilà. Donc c'est pour ça que normalement, vous ne pouvez pas refuser un temps partiel thérapeutique, sauf vraiment cas extrême, si ça désorganise complètement le service. Très important, c'est le médecin traitant qui va produire un document pour un retour à temps partiel thérapeutique. Ce n'est pas le médecin traitant qui détermine le pourcentage de l'activité, ça sera le médecin du travail qui déterminera si le salarié reprend à temps partiel thérapeutique à 20%, 40%, 60%, 80%. Alors évidemment, c'est le salarié qui le préconise, enfin qui le propose. Hein. Lui, il aimerait bien reprendre à 4/5e, 3/5e, mais c'est le médecin du travail qui dira oui pour une reprise à X%. D'accord? Voilà. Et la CPAM aura aussi son mot à dire. Elle le dit vraiment très rarement, mais en tout cas, elle peut avoir son mot à dire et dire bah non, je connais bien le dossier, je ne veux pas qu'il reprenne à temps partiel thérapeutique. Ça aussi, c'est pareil, ça m'est jamais arrivé, mais pourquoi pas, ça peut vous tomber dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un salarié reprend son travail à temps partiel thérapeutique, il y a reprise du travail, d'accord? Donc, le salarié n'est plus en arrêt de travail. Ça, c'est très important parce que la Cour de cassation a jugé une affaire où le salarié avait repris son travail à temps partiel thérapeutique. L'employeur ne l'avait pas maintenu sur cette période non travaillée et le salarié a contesté en disant « Je suis toujours en arrêt maladie. Or, dixit la convention collective, vous devez me maintenir mon salaire encore X jours. » Bon, l'employeur lui dit bah « Non, tu as repris ton travail à temps partiel thérapeutique, mais tu as repris ton travail. » Et alors, l'argument aussi de vente du salarié, c'est de dire « Regardez, je suis bien en arrêt maladie puisque la Sécu me verse des indemnités journalières de sécurité sociale. » Voilà. Cette affaire a été jusqu'à la Cour de cassation et la Cour de cassation a donné raison à l'employeur en disant que le salarié avait repris son travail et que donc il n'y avait aucune obligation de maintenir le salaire sur un salarié qui reprenait son travail à temps partiel thérapeutique, même s'il touche des IGSS. OK ? Alors, c'est pas interdit, hein. Si vous voulez être généreux avec votre, enfin généreux, enfin avantageux, pas généreux, mais avantageux avec votre salarié, vous pouvez très bien lui maintenir son salaire et déduire de ce maintien ce que verse la sécurité sociale. Mais en tout cas, vous n'avez pas d'obligation de maintenir le salaire. À ma connaissance, c'est pareil, je ne connais pas toutes les conventions par cœur, mais à ma connaissance, je ne connais pas de convention collective qui prévoit ce maintien de salaire dans le cas d'un temps partiel thérapeutique. À ma connaissance, d'accord? Donc ça, après, il faut quand même vérifier votre convention collective si elle ne le prévoit pas. Mais sur toutes les conventions que l'on gère, à ma connaissance, je n'en connais pas. Voilà. Alors, c'est pareil. Ce que vous devez nous donner comme information, d'accord? Alors déjà, le salarié, bah, évidemment, il va vous remettre l'avis d'aptitude du médecin du travail, ou non d'ailleurs, qui indique sur l'avis d'aptitude, OK pour une reprise à temps partiel thérapeutique à X%, d'accord? Si le médecin le médecin du travail n'indique pas le pourcentage, il faut l'appeler, lui dire écoutez, vous ne m'avez pas indiqué le pourcentage pour la reprise du temps partiel thérapeutique. Parce que s'il ne vous l'indique pas, le salarié peut faire ce qu'il veut. Hein. Il peut dire ah ben moi je veux 40%, je veux 60%, voilà. Et donc ça peut vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis peut-être du médecin du travail qui lui estime que 60% c'est trop. Donc il faut surtout appeler le médecin du travail pour bien préciser et qu'il précise que le pourcentage de reprise à temps partiel thérapeutique. Alors un mail suffit, hein, si vous renvoie un mail en disant écoutez oui en effet j'ai oublié, je préconise un retour à 60%, ok c'est bon vous passez 60%. En paye, deux solutions. Une que je préconise, l'autre un peu moins. La première solution, c'est de le passer à temps partiel, réellement. Voilà. Alors, qui dit passage à temps partiel dit un avenant au contrat initial. Donc là, il faut faire un avenant, il faut le faire passer à temps partiel, etc., etc. Avec toutes les conséquences qu'il y a sur le temps partiel derrière. La deuxième solution que moi je préconise, qui est d'ailleurs la solution retenue en matière de déclaration, c'est de le laisser à temps complet. D'accord, comme si de rien n'était, et on passe une absence sans solde, absence temps partiel thérapeutique sans solde, sur le bulletin de paye. Ça peut
la première solution est parfois envisagée quand vous voyez, il peut y avoir des conséquences sur certains droits. Par exemple, on a un accord d'intéressement qui prévoit que l'intéressement est proratisé en cas d'absence maladie, enfin voilà, congé sans solde, etc. Mais dans l'accord, on n'a pas prévu de proratiser l'intéressement en cas de temps partiel thérapeutique. Donc, on fait un avenant, comme ça on sécurise le versement de l'intéressement. Ça peut être totalement explicite, hein, ça ne pose aucun problème. Mais c'est vrai qu'en paye, c'est beaucoup plus simple de gérer le temps partiel thérapeutique comme une absence, sans solde, évidemment, alors qui n'impacte pas de droit, hein, c'est-à-dire qu'il aura toujours ses congés, il aura toujours son ancienneté, il aura toujours tout ça, mais en tout cas, ça pourra au moins impacter ça pourra toujours au moins impacter le salaire, voilà. Donc après, c'est vous qui décidez, hein, c'est vous qui nous dites. Souvent, on nous appelle pour savoir comment faire. Bon, on leur répond une absence. Voilà, ça c'est ce qu'on va répondre par défaut. Mais vous pouvez, hein, c'est pas du tout interdit, vous pouvez faire un avenant au contrat de travail. Ce n'est pas obligatoire. Je l'ai déjà entendu. Hein. On est obligé de faire un avenant. Non, on n'est absolument pas obligé de faire un avenant au contrat initial. Ça, je peux vous le certifier. La Cour de cassation le dit, et ça dans les bouquins juridiques, hein, le RFPay, voilà, le Fèvre, vous retrouvez l'information comme quoi la Cour de casse n'oblige pas de faire un avenant au contrat initial. Voilà. Juste un courrier. Hein. Par contre, il faut faire un courrier quand même. Hein. Nous acceptons votre retour en congé, en temps partiel thérapeutique. Comme vous l'avez souhaité, vous allez travailler 60% de votre temps habituel. Et donc, nous vous déduirons une absence sans solde sur votre bulletin de paye correspondant aux heures non travaillées ou aux jours, si l'enfant fait jour, aux jours non travaillés. D'accord ? Faites attention, petit aparté qui est du droit du travail, là on sort un peu du cadre, un forfait jour ne peut pas être à temps partiel. Donc, si un forfait jour vous dit bah, tiens, au lieu de commencer à 9h, je vais commencer à 11h, ça ne peut pas marcher, puisqu'un forfait jour, il n'y a pas d'horaire. Donc, un forfait jour à temps partiel thérapeutique, ça s'appellerait un forfait réduit et c'est par journée. Donc, il ne peut pas réduire son nombre d'heures par jour, comme je peux le voir. Hein. Parfois, il y a des gens qui disent je viens tous les jours, mais au lieu de travailler 7 heures par jour, je vais travailler 5 heures par jour. Ça ne marche pas sur un forfait jour parce qu'il n'y a pas d'horaire. Donc, un forfait jour ne peut pas avoir une réduction de sa journée de travail. C'est des jours complets. Voilà, je vais travailler que 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour. Complet. Vous ne pouvez pas faire ça autrement. Okay ? Ou alors, si vraiment il veut réduire ses journées de travail, là, il n'y a pas le choix, il faut faire un avenant, il sort du forfait jour, on le repasse à l'heure, hein, d'accord, un temps partiel à l'heure, et dans ces cas-là, on lui impose des horaires à la journée. Voilà, ça, c'est la seule solution, vous n'avez pas le choix avec les forfaits jours. Hein. OK ? Voilà, le temps partiel thérapeutique. Alors, pour info, la sécurité sociale, il faut faire, nous, de notre côté, on paye une attestation par mois. L'attestation ne se fait que le mois suivant. Tant que le mois n'est pas terminé, on ne peut pas faire l'attestation de salaire. Là, on a une cliente qui nous a envoyé un message de son collaborateur qui ne comprend pas ça et qui dit, parce qu'évidemment, il va avoir son bulletin de paye avec une réduction de son salaire parce qu'il a temps partiel thérapeutique et il ne comprend pas qu'on ne peut pas faire l'attestation le mois en cours, qu'on est obligé d'attendre le mois suivant. Et il dit très clairement, oui, mais je vais perdre de l'argent, comment je vais faire ? Je sais bien, je comprends totalement la situation, mais on n'a pas de choix. C'est comme ça. La CPM, si on fait, vous voyez, je suis en temps partiel au mois de novembre, je fais l'attestation le 15 novembre, elle va nous la refuser. Elle va nous dire très clairement, le mois n'est pas terminé, merci d'attendre le 1er décembre pour faire l'attestation en ligne. Voilà. Donc, je préfère vous le dire parce que je sais que parfois, il y a des collaborateurs qui râlent d'avoir perdu du salaire et d'attendre que la Sécu les rembourse 15 jours, voire un mois plus tard. Mais c'est la process. On ne peut pas faire autrement. C'est la CPAM. Donc, je ne vais pas me battre avec la CPAM. D'accord ? Voilà. Donc, sachez-le. Hein, on ne peut pas faire l'attestation sur le mois en cours. Il faut attendre le mois suivant. Voilà. Accident de travail. Alors, un accident de travail, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de faire la déclaration d'accident de travail. Vous avez 24 heures pour la faire à partir du moment où vous en avez eu connaissance, évidemment. D'accord ? Il y a un nouveau process. Alors, je suis désolé, je vais faire dans les choses un peu glauques. Il y a un nouveau process là, qui vient de tomber là, il y a 1 mois et demi, 2 mois. Si vous avez un décès, alors, heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Dieu merci. Mais si vous avez un décès, vous avez 3 heures après que vous ayez eu connaissance du décès, évidemment, pour déclarer le décès auprès de l'inspection du travail. C'est des amendes si vous ne le faites pas. Il y a une amende
Je me souviens plus de combien, mais en tout cas, ça peut donner lieu à une amende. Donc, n'oubliez pas, je vous dis, c'est des cas extrêmes. Hein, j'espère que ça vous arrivera jamais, évidemment, parce que gérer un décès, c'est quand même très compliqué, surtout quand c'est sur son lieu de travail. Mais si vous avez un décès, vous avez 3 heures chrono pour informer l'inspection du travail comme quoi vous avez eu un décès dans votre société. D'accord? 3 heures. Faites-le, n'oubliez pas, c'est très important. Par contre, pour déclarer l'accident de travail à la CPM, l'employeur a 24 heures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, ce n'est pas nous qui faisons la déclaration d'accident de travail. Alors, la raison est assez simple, c'est que tout ce que vous devez déclarer, il va falloir que vous nous le disiez et qu'après que nous, on le refasse, qu'on ressaisisse en ligne sur le compte Net Entreprise. Et en plus, on n'a même pas accès à votre compte ATMP, puisque maintenant, ça se fait presque obligatoirement en ligne sur le compte accident du travail de Net Entreprise. Et non, on n'a pas accès. C'est un truc qui est d'ailleurs ridicule, mais on n'a pas accès pour nos clients à ce compte ATMP. Donc, c'est qu'il faut que vous nous donniez vos codes Net Entreprise, vos codes à vous, et qu'avec vos codes, on fasse la déclaration d'accident de travail. C'est pour ça que par défaut, je n'ai pas mis dans la prestation de base la déclaration d'accident de travail. Voilà. En général, je dis aux clients, écoutez, connectez-vous sur votre compte Net Entreprise et puis faites la déclaration en ligne. Tout ce que vous allez mettre sur Word, c'est ce que l'on va remettre en copier-coller sur le site Net Entreprise. Autant le saisir directement sur Net Entreprise, ça va beaucoup plus vite. Hein, voilà, pour peu que le consultant soit en vacances, soit pas là ou X raison, on peut dépasser les 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est très important. La déclaration d'accident de travail doit être faite dans les 24 heures. Le salarié doit vous envoyer un arrêt de travail, évidemment, classique, d'accord. C'est-à-dire que le troisième volet, ça sera pour l'employeur. Ce troisième volet, vous nous le transférez, d'accord. Si vous voulez, mais ça, c'est pas obligatoire, vous nous transférez aussi la déclaration d'accident de travail. Comme ça, nous, on a une copie dans notre dossier. Hein. Sachez que nous, tout est dématérialisé, tout est en ligne. Enfin voilà, et sur notre serveur dématérialisé, on n'a aucun papier dans nos locaux. Voilà, au moins on a la copie. Si un jour vous nous la demandez parce que vous l'avez plus, nous si vous nous avez envoyé une copie, on a la copie. Ok. Et vous devez lui remettre aussi au salarié. Alors ça, c'est quand vous faites la déclaration d'accident de travail, c'est d'office à la fin quand vous validez, ça vous renvoie ce document-là. C'est ce qu'on appelle l'ex-triptyque. Excusez-moi, j'ai gardé le nom parce que voilà, c'est parce que c'est en 3 volets et que c'est dispense d'avance de soins, je crois qu'il s'appelle comme ça maintenant le document, mais je ne me souviens plus exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est un document qui permet au salarié de ne pas faire l'avance d'argent s'il va à l'hôpital, s'il va voir le médecin, etc. Alors le médecin, ça lui permet d'être pris en charge directement par la CPAM. Voilà. Et ça, c'est quand vous arrivez à la fin de votre déclaration d'accident de travail qui vous remet ce document. Vous verrez, il y a des documents à télécharger, la déclaration, le triptyque. Alors, il ne s'appelle plus comme ça, vous ne m'en voudrez pas, je n'ai pas retenu le nom. Enfin, c'est le dispense d'avance de frais, je crois, ça s'appelle comme ça. C'est un CERFA officiel. Hein. Voilà. Et il faudra donc, nous, on envoie l'attestation d'accident de travail pour que le salarié puisse toucher des IGSS ou l'employeur s'il y a subrogation. D'accord? Voilà. Ça va jusque-là? Tout le monde va bien? Si vous voulez écrire des choses dans la conversation, j'ai 2 ordinateurs, je vois qui m'écrit. Hein, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à un moment T. Je rappelle qu'un accident de travail, alors petit aparté aussi sur une des cours de cassation du 13 septembre 2023, c'est qu'il est prévu dans le Code du travail qu'en cas d'accident de travail, on continue d'acquérir des congés payés pendant 1 an. Ça, c'est ce que prévoit le Code du travail. La Cour de casse a dit pourquoi 1 an? C'est contraire à la réglementation européenne, donc il n'y a plus de limitation à 1 an. Voilà, je suis 3 ans en accident de travail. Pendant 3 ans, je vais acquérir des congés payés. Ce qui est un truc, voilà, ce qui est quand même assez impressionnant, hein, parce que le salarié ne travaille pas. Imaginez, il revient au bout de 3 ans, soit d'arrêt maladie, soit d'accident de travail, il aura 90 jours de congés payés. Hein. Parce nous, on a 5 semaines. Hein. Même si la réglementation européenne parle de 4 semaines, c'est minimum 4 semaines. Mais nous, on en a 5. Donc, c'est 5 semaines par année complète. Il ne faut pas se limiter à 4. Hein. Ça aussi, ça m'a été confirmé par des avocats. Hein. D'accord? Parce que moi, je me suis dit, on va se limiter à 4. Non. C'est bien 5. Voilà. Donc, un salarié qui est malade 3 ans, il revient, il a 3 fois 5 semaines. D'accord? Donc, 15 semaines de congés payés. Pour l'instant. On attend. Voilà.
L'accident de travail aussi permet d'acquérir de l'ancienneté, bien sûr. Et je rappelle, ça c'est très important, un accident de travail n'a pas de lien direct avec les horaires de travail. Ne vous mettez pas en tête, comme je l'entends trop souvent, que c'est un accident de travail, c'est pendant les heures de travail. Ça n'a absolument aucun lien direct. Il y a quand même un lien indirect, mais ce n'est pas direct. Un accident de travail est un accident qu'on a eu sur son lieu de travail, que l'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Je vais y arriver. Ça, c'est très important. Vous voyez, il y a une cour de casse, une dernière cour de casse en date, là, il y a 3 mois, 4 mois, je crois. C'est un salarié qui était en instance de licenciement pour faute grave, qui l'a très mal vécu et qui a fait pareil, hein, c'est un peu glauque, je suis désolé, mais qui a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail. Sauf qu'il a fait sa tentative à 18h30, 18h20, je crois, et qui finissait officiellement sa journée à 17h. L'employeur a dit: ah ben non, je suis désolé, il travaillait plus, il avait fini sa journée à 17h, il est 18h20, c'est plus un accident de travail. Et la Cour de casse a une énième fois rappelé que ce n'est pas une question d'horaire, que c'est une question de lieu, et que là, l'accident a bien été reconnu comme un accident de travail parce qu'il a fait cette tentative sur son lieu de travail. Alors, après, je ne vous dis pas, évidemment, qu'on peut faire des réserves. D'accord? Bien évidemment, on peut dire oui, il s'est fait mal, mais ce n'est pas à cause du travail, ça n'a aucun rapport avec. Vous voyez, quelqu'un vous dit: ah, j'ai mal au dos, je me suis fait mal au dos, alors que ça fait 30 ans qu'il a mal au dos, même avant même qu'il arrive chez vous, ce n'est pas à cause de son travail. Ça, dans ces cas-là, il faut faire des réserves. Et évidemment, ça, je ne dis pas le contraire. Mais partez du principe qu'un accident qui a lieu sur votre lieu de travail, pendant ou hors des horaires de travail, c'est par principe un accident de travail. Même concept en cas de télétravail. Alors ça, je ne vous dis pas qu'un jour, je pense qu'il va y avoir procès sur procès parce que là, on mélange le lieu de travail et le domicile privé. Donc, ça devient très compliqué. Par principe, sachez-le, ça c'est les ordonnances Macron, un accident en télétravail est d'office, par principe, un accident de travail. Voilà. À vous à prouver qu'il n'avait rien à faire à cet endroit-là et que donc ce n'est pas un accident de travail, mais que c'est bien un accident domestique parce qu'il était chez lui. Cour de cassation, très récente aussi. Vous allez voir que heureusement, il y avait quelque chose d'important dans cette cour de casse. C'est un salarié qui était en télétravail, qui a fini son télétravail, je vous dis des horaires bidons, hein, je ne me souviens plus exactement les horaires précis, mais 17h05, voilà. Il a fini sa journée à 17h05, il a pointé à 17h05. Je pense qu'il avait un système de badgeage sur son portable, hein, sur son téléphone portable, où il a dit: j'ai fini ma journée. À 18h30, il dit à son employeur: en remontant de mon bureau, je suis tombé dans les escaliers, c'est donc un accident de travail. D'accord? L'employeur se défend en disant: bah non, je suis désolé, tu as fini ta journée à 17h05, donc j'estime que à partir de 17h05, tu es été chez toi. C'est-à-dire que tu n'es plus dans ton lieu de travail puisque tu as fini ta journée. Là, vous voyez, on combine avec les horaires. Et la Cour de casse a évidemment donné raison à l'employeur en disant qu'en effet, comme la personne avait pointé à 17h05, on estimait qu'elle était plus sur son lieu de travail à partir de 17h05. Imaginez la même Cour de cassation sans la pointeuse. Hein. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Hein. Là, j'ai absolument aucune idée de comment va raisonner la Cour de casse, puisque, voilà, vous voyez, vous avez un salarié qui est en télétravail, vous l'appelez, il n'est pas là, d'accord? Et puis vous dites: ah oui, j'ai été chercher mon fils, ma fille à l'école. Ah ben non, ah ben non, 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 tu vas pas chercher ta fille à l'école. C'est pas possible. Enfin, vous imaginez derrière les conséquences sur la route, sur le trajet, il a un accident, il se fait renverser par une voiture. Il est censé travailler, voyez. Donc il n'est pas censé quitter son poste. Là, c'est voilà. Après, je vous dis pas que s'il vous appelle et qu'il vous dit: je vais chercher ma fille et que vous êtes au courant, il vous fait un mail. Il faut toujours avoir une trace écrite. Toujours une trace écrite. Hein. Je vais chercher ma fille. Ok, très bien, pas de problème. Voilà. Dans ces cas-là, c'est plus un accident de travail puisqu'il vous a informé qu'il quittait son lieu de travail. C'est pareil si vous êtes dans les locaux hein, et que vous dites: tiens, je pars à 16h parce que j'ai cherché ma fille. À partir de 16h, vous quittez les locaux, vous n'êtes plus en accident de travail. Hein, c'est le même concept. Mais interdisez vos salariés de se déplacer sans vous avertir. Ça peut créer des vrais conflits, d'accord? Voilà. Ça, c'est le télétravail. Surtout qu'on en parle de plus en plus. OK? L'accident de trajet. Alors, l'accident de trajet, c'est l'accident qui a eu lieu entre le domicile du salarié et l'entreprise, trajet le plus direct. N'hésitez pas,
C'est le même process qu'un accident de travail, hein, d'accord? Vous devez faire une déclaration d'accident de trajet dans les 24 heures. Le salarié doit vous donner un certificat médical s'il est arrêté. Et pareil, vous devez lui remettre le triptyque, hein, à la fin de la déclaration d'accident. Ce document vous sera joint. Vous nous envoyez le certificat médical et nous, on fait l'attestation de salaire pour qu'il touche des IGSS. Voilà, c'est le même process que l'accident de trajet. La seule différence entre un accident de trajet et un accident de travail, c'est pas côté sécurité sociale, c'est-à-dire le code de la Sécu, c'est côté code du travail. Et ça, c'est très important. Il y a un amalgame, ça je le vois dans toutes les formations que je fais, il y a un amalgame entre l'accident de trajet et l'accident de travail. Pourquoi? Parce que la Sécu, c'est le même process. Et donc, comme pour la Sécu, c'est le même process, tout le monde pense que c'est la même chose. Côté code du travail, ce n'est pas du tout la même chose. Un accident de trajet, c'est de la maladie pour l'employeur. D'accord? Donc, ce n'est pas anodin, c'est de la maladie pour un employeur. Voilà. Ça veut dire que ça sera traité comme un arrêt maladie. C'est-à-dire que le salarié va perdre de l'ancienneté, comme la maladie, sauf si votre convention collective dit le contraire, évidemment. Mais légalement, l'accident de trajet prive l'ancienneté le salarié comme la maladie. Alors, la congé payé, c'est pareil, parce que maintenant, de toute façon, on acquiert. L'accident de trajet, vous voyez, peut être pris en compte dans la diminution de l'intéressement, la diminution de la participation, la diminution de la PPV, la prime de partage de la valeur. Vous pouvez prendre en compte l'accident de trajet comme impactant la PPV. L'accident de travail, vous ne pouvez pas. L'accident de travail, c'est considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul de la PPV. Voilà. Donc, c'est vraiment une vraie différence pour l'employeur, pas pour la Sécu, mais pour l'employeur, entre l'accident de trajet et l'accident de travail. L'accident de trajet n'impacte pas, si vous êtes plus de 20, moins de 20, ce que je suis en train de vous dire n'a aucun intérêt, mais pour les plus de 20, l'accident de trajet n'impacte pas votre taux AT. Donc, dès qu'un salarié vous dit « j'ai eu un accident de trajet », ne vous posez pas 10 000 questions, vous faites la déclaration d'accident de trajet. D'accord? Vous, ça sera considéré comme un arrêt maladie et ça n'impactera pas votre taux AT. Après, la CPAM donnera sa décision, oui, non, c'est un accident de trajet. D'accord? Voilà. Bon. Voyez, légalement, par exemple, côté employeur, l'accident de trajet, il y a 7 jours de carence avant que l'employeur maintienne le salaire, comme la maladie. Alors qu'il n'y a pas de carence côté accident de travail ou maladie professionnelle. L'employeur doit maintenir le salaire dès le premier jour pour l'accident de travail, accident maladie professionnelle. Accident de trajet, 7 jours de carence. Si votre convention collective parle en cas d'arrêt maladie, blablabla, blablabla, en cas d'accident de travail, d'autres droits, blablabla, pas de carence, etc., et que ce n'est pas noté accident de travail et trajet, le trajet, il faudra le mettre dans le chapitre maladie. Ça sera les mêmes droits, les mêmes maintiens que la maladie. OK? Donc ça, c'est très important. Et vous ne faites pas avoir par le salarié qui vous dit « Ouais, mais c'est pas vrai, la Sécu paye la même chose. » Mais là, tu me parles du code de la Sécu. Moi, je te parle du code du travail et de la convention collective. C'est bien deux choses différentes. Hein. C'est deux codes différents, c'est deux événements différents. Hein. Donc, c'est deux sources différentes. Donc, il ne faut pas mélanger les genres. D'accord? Code du travail, code de la Sécu. Pour info, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle, côté code de la sécurité sociale, donc côté Sécu. Il n'y a pas de durée maximum d'arrêt, d'accord? Là, on parle de consolidation. C'est-à-dire que c'est le médecin conseil de la sécurité sociale, à la demande parfois du salarié, qui demandera à être consolidé dans son arrêt. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Sécu estime que son état de santé ne se dégradera plus et ne s'améliorera plus. Voilà, c'est-à-dire que là, boum. Je vous prends un exemple glauque, excusez-moi, mais au moins c'est parlant. Imaginez, vous êtes sur votre lieu de travail et vous coupez un doigt. On ne va pas attendre 3 ans que le doigt repousse. On sait que le doigt, il ne repoussera pas. D'accord? Voilà. Ça m'est déjà arrivé. Hein, un client dans la restauration rapide, voilà, il s'est coupé le doigt. Bon, on n'a pas attendu 3 ans. Alors évidemment, il a été arrêté un certain temps, etc. Et il a été très rapidement consolidé. Et dans ces cas-là, quand on est consolidé, on bascule dans un autre régime de la sécurité sociale, j'insiste bien, de la sécurité sociale, qui s'appelle l'incapacité. D'accord? L'invalidité, c'est suite à un arrêt maladie ou un accident domestique, donc un arrêt maladie. L'incapacité, c'est suite à un accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle. C'est deux régimes différents. Côté employeur, code du travail, on parle d'inaptitude.
Donc, ne pas mélanger l'inaptitude, code du travail, et l'invalidité, l'incapacité, qui sont des régimes de la sécurité sociale. C'est deux choses différentes. On peut très bien être invalide, incapable, sans être inapte. On peut être inapte sans être incapable et invalide. D'accord? C'est très important. C'est deux choses différentes. Là aussi, il y a un mélange des genres. Ah ben il est invalide, donc il est inapte. Ben non, je peux être. Vous voyez, je me coupe un doigt. Je reprends un peu les cas extrêmes. Je me coupe un doigt, ça ne m'empêchera pas de travailler, hein. Alors, il y a une durée évidemment de repos, voilà, pour soigner. Mais une fois que je serai soigné, je pourrais très bien reprendre mon travail. Voilà, je pourrais toujours continuer à travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne serai pas déclaré inapte. Voilà. Donc, c'est bien deux choses différentes. Ah, le congé maternité. Bon, alors le congé maternité, je rappelle que ça concerne les mamans. Je précise, c'est pareil, je suis désolé, c'est des situations un peu dramatiques, mais il faut en parler. Un papa peut avoir un congé maternité. D'accord? C'est quand la maman décède. Quand la maman décède, c'est le papa qui prend le relais sur le congé maternité. Et donc, il touchera des IGSS maternité de la sécurité sociale. Ça, c'est très important. On va parler du congé paternité après. Alors, le process, bah, c'est simple, c'est que la future maman vous informe, alors si possible par lettre recommandée ou tout au moins remise en main propre, qu'elle est enceinte. Grâce à un document certificat qui est établi par le médecin le médecin du travail, le médecin traitant ou la gynécologue ou voilà, la sage-femme qui va faire ça. Et c'est ce certificat qu'elle doit vous fournir pour qu'elle vous informe officiellement qu'elle est enceinte. Il n'y a aucune obligation légalement. Excusez-moi, c'est vendredi, je suis fatigué. Est-ce qu'elle vous informe qu'elle est enceinte? Seulement, elle doit vous en informer, évidemment, juste avant son congé maternité. Ça aussi, hein, ça fait bonjour, je t'informe que je suis enceinte, je pars dans 2 jours. Voilà mon certificat. Mais comment ça, tu pars dans 2 jours? Mais tu ne pouvais pas me prévenir? Ah non, je n'ai pas l'obligation de t'avertir. Sachez-le. D'accord? Il n'y a pas d'obligation. Je ne vous parle pas de respect, je ne vous parle pas de logique, je vous parle juridique. Juridiquement, le Code du travail n'impose pas à la future maman d'informer son employeur avant le début de son congé maternité comme quoi elle est enceinte. Voilà. Alors en général, ça se passe bien. En plus, ça se voit. En général, ça se voit. Ah, dis donc, t'as pris du ventre. Mais bon, parfois, ça se voit pas. Voilà, donc sachez-le. Bon, maintenant, dans le process classique, hein, souvent, elle vous dit, ah, bah, tiens, voilà, je t'informe, je suis enceinte. Quelques semaines plus tard, elle vous amène le certificat qui a été établi par le médecin traitant, comme quoi elle est officiellement enceinte. Et évidemment, il faut nous transmettre ce document à la paye pour qu'on puisse gérer et faire les attestations de salaire pour qu'elle puisse toucher des IGSS. Sachez quand même que en matière de maternité, la sécurité sociale prend en charge 100% du salaire net habituel, plafonné au plafond de sécurité sociale, donc à peu près 3 666 € bruts par mois. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, dans 99% des cas, quand le salaire est en dessous de 3 666 €, ça c'est le plafond 2023, la maternité est sans solde. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de maintien de salaire pour la simple et bonne raison, c'est que les indemnités versées par la Sécu sont souvent plus élevées que ce que maintient l'employeur. Donc ça aussi, on a parfois des retours en disant oui, la convention prévoit un maintien, vous n'avez pas maintenu. On n'a pas maintenu parce que les IJ sont supérieurs au maintien. Et là, clairement, il y a une vieille cour de cassation qui dit qu'on ne doit pas maintenir quand le montant des IJ est supérieur au maintien, ce qui est normal. D'accord? Vous avez moins 2000 plus 2000 IGSS moins 2100, bah, c'est le salarié qui vous doit de l'argent. Donc, ça fait bizarre hein, sur un bulletin de paye d'avoir un salarié qui vous doit de l'argent alors qu'elle est enceinte. Elle est en maternité. Voilà. Donc, c'est pour ça, ne soyez pas surpris si vous voyez une maternité sans solde, alors que la convention prévoit un maintien, c'est parce que les IJ sont payés à 100% du net. Voilà. Là où ça, évidemment, c'est plus le cas et on doit maintenir, c'est si le salarié a un salaire supérieur à 3 666, parce que les IJ sont plafonnés à 3 666. Donc évidemment, s'il gagne 4 000, là évidemment, il y aura une perte de salaire. Donc si la convention prévoit le maintien de salaire, il faut maintenir le salaire. D'accord? Voilà. OK? La paternité. Alors, congé paternité, Laurent, tu rajouteras un truc sur le slide, je viens d'y penser. C'est congé, je sais pas, tu es là, Laurent? Non, il est plus là. Bon, je lui dirai. C'est congé paternité. D'accord. OK. D'accord. OK. Alors, c'est congé paternité et accueil de l'enfant.
Alors, le accueil de l'enfant, ça c'est depuis l'année dernière, pour la simple et bonne raison, c'est que le congé paternité ne concerne plus exclusivement le papa biologique. Lui, il aura droit à son congé paternité, d'accord, mais la conjointe de la maman, d'accord, c'est-à-dire que c'est le couple homosexuel, conjointe de la maman, aura droit, de la future maman, aura droit aussi au congé accueil de l'enfant. Le nouveau conjoint de la future maman, de la maman, d'accord, aura droit aussi au congé accueil de l'enfant. Ça veut dire que concrètement, même si le conjoint n'est pas le papa biologique, il peut avoir droit à son congé paternité accueil de l'enfant. Donc soyez pas surpris si un salarié vous dit ah ben ma femme va accoucher mais je suis pas le père, lui dites pas ah ben t'as le droit à rien. Ben si, il aura droit au congé paternité et accueil de l'enfant. D'accord? Voilà. Ça, c'est la nouveauté, la réforme de Macron. Alors, je rappelle, il faut obligatoirement, je suis désolé, j'insiste énormément parce que c'est obligatoire, il faut obligatoirement que le salarié prenne les 4 jours naissance qui sont prévus par le Code du travail, 3 jours, pardon, 3 jours, je recommence, 3 jours ouvrables prévus par le Code du travail qui sont donc les événements familiaux. D'accord? 3 jours ouvrables dès la naissance de l'enfant ou le lendemain de la naissance si le papa n'a pas pu y aller le jour de l'accouchement. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. 3 jours ouvrables. Doit suivre obligatoirement les 4 jours de paternité, 4 jours calendaires. Donc, d'office, le salarié sera absent une semaine minimum, plus d'une semaine d'ailleurs, puisque c'est 3 jours ouvrables plus 4 jours calendaires. C'est obligatoire. Le fait qu'il ne prenne pas ces 4 jours de paternité lui prive intégralement de son congé paternité. Pas seulement des 4 jours, l'intégralité. La CPM, là, il y a eu une mise à jour de la CPM, une directive qui a bien redit les choses. Tu ne prends pas tes 4 jours de paternité à la suite de l'accouchement, tu perds tes 25 jours de paternité. Donc, vous n'avez pas le choix. Je peux comprendre qu'il y a des situations un peu compliquées. Oui, mais on a une réunion hyper importante, etc., etc. Eh bien, il faut décaler la réunion. D'accord? Alors, après, ça, je vous le dis en total off, je le sais que parfois, le salarié est en congé de paternité, mais va à la réunion. D'accord? Alors ça, faites super attention parce que si vous le faites et qu'il a le moindre pépin, ça peut facilement se retourner contre vous parce que c'est du travail dissimulé. Logique, hein? Il est censé être chez lui avec son enfant et il est dans l'entreprise en train de travailler. D'accord? Donc la CPM a un arrêt voilà, congé de paternité de 4 jours, 5 jours, 6 jours, etc. Mais en attendant, il est quand même toujours il est en train de travailler. Donc s'il a un accident, s'il a le moindre pépin, ça se retourne contre l'entreprise. Donc je sais que c'est parfois très compliqué, le fait que d'un seul coup, le papa vous dise « Ah, bah ça y est, ma femme a couché, je prends mes 7 jours, 3 jours naissance plus 4 jours calendaires minimum, hein, 4 jours qui peut aller jusqu'à 25, d'accord? Mais en tout cas, c'est la loi, c'est obligatoire, vous n'avez pas le choix. Donc ça, j'insiste bien. Alors, le salarié doit vous ramener le certificat de naissance, d'accord? Voilà, c'est déjà pas mal. Et nous, avec ce certificat de naissance, il doit nous donner aussi les dates de son congé paternité parce qu'il peut le fractionner en 2 fois, 3, enfin il peut le prendre en 3 fois. Hein. Une fois qu'il a pris les 4 jours minimum, il peut le fractionner 2 fois, avec minimum 5 jours à chaque fois. Donc il doit nous donner des dates de fractionnement et nous, en paye, on fera l'attestation de salaire. Voilà. Mais il doit vous amener quand même un acte de naissance. D'accord? Voilà. Ou copie du livret de famille à jour, c'est pareil. Enfin, c'est un acte de naissance, c'est pareil. Voilà. OK? Le congé d'adoption. Alors, c'est pareil, hein, le congé d'adoption, voilà, c'est le salarié qui doit vous fournir une lettre recommandée précisant le motif de l'absence et les dates du congé d'adoption. Hein, le congé d'adoption, c'est comme le congé maternité, mais le poste, d'accord? Enfin, 16 semaines. On a 16 semaines pour adopter un enfant. Voilà. Et donc, pareil, il faudra nous fournir les documents pour que nous, on puisse le passer en absence, en paternité. Enfin, voilà. D'accord? Enfant malade. Alors, la loi prévoit, alors il y a payé, non payé, d'accord? Ça, c'est par défaut. Le payé, c'est quand l'entreprise est plus favorable que la loi. L'enfant malade, le Code du travail prévoit une absence autorisée non payée si votre enfant est malade. Alors, vous m'en voudrez pas, je ne me souviens plus le nombre. Je crois que c'est 2, 3 jours par an, par enfant. Je ne sais plus. Je crois que c'est 3.
Et donc, dans ces cas-là, évidemment, ils doivent vous amener un certificat médical qui dit que leur enfant est malade et que ça nécessite la présence du salarié à son chevet. D'accord? Voilà. Sans ce certificat médical, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le salarié, vous pouvez considérer que c'est une absence non justifiée. Alors après, payé, non payé, hein, ça c'est juste l'entreprise. Par défaut, c'est sans solde. Après, si vous souhaitez rémunérer cette absence, ça pose pas de problème, il faut juste nous le dire, d'accord? Parce que ça se fait pas par défaut. Nous, on peut pas deviner que vous avez décidé de le payer, cette absence. Hein. Beaucoup de salariés pensent que c'est une absence payée. Hein. C'est pas une absence payée. Hein. Le Code du travail prévoit bien une absence non rémunérée. C'est pour ça que c'est pas dans le chapitre événement familial. Les enfants malades, c'est à part sur le Code du travail. C'est pas dans le chapitre événement familial où on a le décès, le mariage, le Pacs, voilà, le mariage, etc. D'accord? Congé mariage ou Pacs. Alors, je me marie, le Code du travail, donc là, on est vraiment 100% Code du travail, je me marie ou je me Pacs, 2 événements juridiques différents. Donc, j'ai le droit à 4 jours si je me Pacs et j'ai de nouveau le droit à 4 jours si je me marie. Ce n'est pas un Pacs, c'est 2 événements juridiques différents. Je me Pacs en janvier, j'ai le droit à 4 jours, Code du travail. Je me marie en février, j'ai de nouveau le droit à 4 jours. L'absence est autour de l'événement, ce qui est à peu près logique. Hein. On va pas, tiens, je me suis marié en 2012, je n'ai pas pris mes 4 jours, je les veux en 2023. Non, t'es gentil, mais non. Voilà, c'est autour de l'événement. Mais en tout cas, c'est 2 événements différents. Évidemment, ce qui doit vous ramener, c'est le certificat de mariage, l'acte de mariage ou la convention de Pacs. D'accord? Ça, il doit vous justifier qu'il s'est marié, il doit vous justifier qu'il s'est pacsé. Et derrière, alors, ça, c'est pas très grave si on paye, vous nous envoyez pas la copie de l'acte du mariage ou la convention de Pacs, c'est pas très grave. Ce qu'il nous faut, nous, c'est des dates, les dates d'absence. Hein, d'accord? Absence due au Pacs, due au mariage. Voilà. Maintenant, si vous nous donnez les copies, bah, c'est très bien, on les mettra dans le dossier et au moins on les aura si vous les avez perdus. Le congé décès, alors ça, c'est pareil, hein, c'est le Code du travail qui prévoit des absences pour événements familiaux pour le décès. Alors le décès des enfants, le décès des conjoints, évidemment, des grands-parents, des parents. Sachant que les droits ont été augmentés. Si vous perdez un enfant, on est passé à 12 jours, je crois, 12 jours ouvrables, presque 2 semaines, sauf s'il a plus de 25 ans et qu'il n'est pas lui-même parent. Je crois que c'est 14 jours, je crois. Oh là là, excusez-moi, je me souviens plus des jours. Mais c'est pareil, ça a été augmenté là, le nombre de jours, assez récemment. On a doublé le nombre de jours d'absence pour événements familiaux. Donc vous ferez attention parce qu'il y a beaucoup de conventions collectives qui sont maintenant moins favorables que la loi. Hein. Parce que je vous dis, je crois qu'on est passé à 14 jours si c'est votre enfant et qu'il a moins de 25 ans, et 12 ou 8 ou 10 s'il a plus de 25 ans. Donc, je ne sais plus le nombre, mais en tout cas, voilà, ça vient d'être modifié, ça, le nombre. Alors, c'est pareil, hein, et puis ça semble logique, il faut qu'il vous ramène évidemment un certificat de décès. Hein. Voilà. Ça, il n'y a pas. Vous voyez, pour la petite anecdote, dans mon ancien emploi, avant de créer le cabinet Héraclès, j'ai un salarié qui avait perdu sa mère 2 fois. Ouais, moi je suis un peu débile. La première fois c'était vrai, la deuxième fois c'était pas vrai. Il nous avait trafiqué son certificat de la première fois, il avait juste changé la date, sauf que pas de bol, dans un logiciel de paye on a tout l'historique. Hein. Donc j'ai dit tiens, c'est bizarre, décès de la mère, les 2 nouveaux décédés. Bon évidemment c'était un faux. Hein. Donc bon, si vous vous en souvenez pas, nous on s'en souvient hein, parce qu'on a l'historique hein, dans notre logiciel de paye. Hein. Voilà. Ok. Alors, l'entrée d'un salarié, c'est plus vraiment les absences, donc là, c'est l'arrivée d'un salarié. Il y a vraiment des choses qui sont primordiales. Je suis désolé, je sais que parfois, c'est compliqué d'avoir les documents des clients, etc. Là, je parle plus pour les experts comptables. Je comprends que c'est compliqué, mais franchement, soyez vraiment très strict là-dessus parce que nous, derrière, c'est très problématique. Il nous faut toutes les informations complètes du salarié. Notamment, vous voyez, si le numéro de sécu, la date de naissance, le lieu de naissance, le pays de naissance s'il est étranger, la ville de naissance, parce que c'est des informations qui sont obligatoires en DSN. C'est-à-dire que quand on n'a pas la date de naissance, ça nous bloque notre DSN. Alors, à un moment donné, quand on n'arrive pas à avoir la date de naissance, je suis désolé, mais on ne va pas bloquer toute une DSN parce qu'il nous manque juste une date de naissance. Alors, quand on a le numéro de sécu,
allez, on essaie de rétablir quand même plus ou moins la date de naissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas le jour, mais on a au moins le mois et l'année, donc ça va à peu près, d'accord. Mais quand on n'a pas le numéro de sécu, quand on n'a pas la date de naissance, quand on n'a pas le pays, la ville de naissance, le département de naissance, on en met au hasard, hein. On n'a pas le choix, puisque sinon, c'est la DSN intégralement qui est bloquée. Et donc, pas de paiement URSSAF, pas de paiement de caisse de retraite, donc majoration, etc. Donc, clairement, quand on n'a pas l'info et qu'on est au dernier moment, on est là en disant on n'a pas l'info, on n'a pas l'info, on met quelque chose de totalement aléatoire. Moi, par exemple, je mets, si je n'ai pas la ville de naissance et le département, je mets d'office Paris. Voilà, 75 Paris, boum. Voilà. Après, ça n'a pas d'impact, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas changer les droits du salarié, quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment donné, ils vont vous dire on n'a pas reconnu, soit on a reconnu le salarié parce qu'on a le numéro de sécu et donc voilà la date de naissance, le pays, machin, etc. Soit en effet, il dit si on n'a pas de numéro de sécu, bon, voilà, on n'a pas de numéro de sécu. OK. Alors, quand on paye les salaires, le RIB, et vraiment important, envoyez-nous la copie du contrat de travail signé. Vraiment, ça nous permet de bien voir si les informations sont bonnes. Vous voyez, par exemple, souvent on me dit oui, c'est un apprenti, il sera payé 60%. Voilà, ok, merci. Alors, apprenti, sauf que en DSN, on doit obligatoirement indiquer le niveau scolaire qu'il est en train de faire, le niveau d'études. C'est obligatoire, c'est un champ obligatoire, c'est bloquant. Donc, quand on n'a pas le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, ben, on ne sait pas. Alors, parfois, on peut le poser au client. Il est en quelle année? En première année, en bac, en CAP, BEP, etc. On nous répond pas. C'est bloquant. Donc, quand on nous répond pas ou quand on nous dit on ne sait pas, j'ai pas l'info, ben, c'est pareil. Hein, on est obligé de mettre quelque chose. Donc, on met quelque chose d'aléatoire. On dit bac. Voilà, souvent, moi, c'est ce que je mets bac. Même si c'est en CAP, ben, je mets bac. Voilà. Sinon, c'est bloquant. Autre point très important, à 14 jours. Ah, merci Jean-Luc. Ah, c'est 14 jours, d'accord. 14 jours ouvrables si moins de 25 ans. D'accord. Merci Jean-Luc. Pour l'événement familial, pour le décès de l'enfant. Voilà. Si, très important aussi, pour déclarer un salarié, il faut copie du contrat de travail et la déclaration préalable à l'embauche. Par principe, sachez-le, si vous ne nous l'envoyez pas, nous, on l'a fait. Voilà. Bon, maintenant, si vous l'avez faite, ah ben, mettez-nous une copie dans le mail avec l'arrivée du salarié. Ça nous évite de la refaire à côté alors parfois, voilà, parfois c'est doublé. Bon, vaut mieux que ce soit doublé que pas du tout. Comme parfois, ça vous met attention, une déclaration a déjà été faite. Voilà, donc on a bossé pour rien. Voilà. Soyez sympa. Si vous avez fait la DPAE, mettez-la en copie. Mettez-nous une copie. En plus, nous on l'a dans notre dossier. On est sûr que c'est fait, etc. Voilà. Alors après, évidemment, toutes les informations complémentaires, si on a le contrat de travail, il n'y a pas besoin. Hein. D'accord. Si vraiment vous n'avez pas le contrat de travail, ben, dans ce cas-là, vous voyez, je vois souvent hein, des mails, je reçois, voilà, on a embauché un tel le 1er septembre, salaire 2 000 euros. OK, c'est quoi son poste, c'est quoi son statut, c'est quoi sa qualif, tout ça, c'est des champs obligatoires. Hein. Je ne peux pas mettre un salarié sans poste, sans qualif. Bon, voilà. Bon. Donc, c'est pour ça, la copie du contrat de travail, la DPAE, d'accord, et les informations qui concernent le salarié, date de naissance, lieu de naissance, etc. Souvent, c'est marqué dans le contrat. Hein. Je vois beaucoup de contrats de travail, on met entre la société et monsieur Untel, date de naissance, lieu de naissance et numéro de sécu. Donc ça, c'est parfait. Quand c'est dans le contrat, on a les infos. Quand ce n'est pas dans le contrat, n'oubliez pas de nous le mettre parce que c'est vraiment très important. D'accord. Voilà. La sortie d'un salarié, alors, c'est pareil. Où il y a des informations qu'on est obligé de mettre en DSN, notamment la date à laquelle on a fait l'entretien, d'accord, la date de notification. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande une copie de tous les documents que vous allez remettre aux salariés, copie de licenciement, la lettre de démission, voilà, s'il y a une transaction, s'il y a des prud'hommes, tous les documents qui sont remis par le salarié, par vous, par le salarié, il faut nous les transmettre. D'accord. Ça semble anodin, mais une rupture conventionnelle, si on n'a pas le papier, ben, il faut mettre obligatoirement en DSN la date à laquelle a eu lieu le premier entretien. Donc, ben, si on n'a pas le document, on est obligé de vous le demander. D'accord. Voyez. Et donc, au final, pour comprendre, c'est que finalement, c'est pas grave, mais on perd du temps parce que vous nous envoyez en disant ah ben monsieur sortie de monsieur Untel, rupture conventionnelle. Ok, il va falloir qu'on vous renvoie un mail en disant est-ce que vous pouvez m'envoyer un document? Alors le document officiel de la rupture. Vous allez me dire bah je l'ai pas ou bon en général on nous l'envoie mais voilà je l'ai pas. Oui mais il me faut absolument la date du premier entretien. Alors, vous voyez, tous ces échanges-là, alors que si vous envoyez tout de suite la rupture conventionnelle, le papier qu'on a fait officiellement,
Ben, c'est parfait, on l'a et on ne vous posera pas de questions. D'accord? Donc, la lettre de licenciement, c'est pareil, on doit obligatoirement indiquer la lettre de notification du licenciement. Donc, si vous pouvez nous mettre la date de notification du licenciement, ça, c'est obligatoire en DSN. Voilà, alors, vous inquiétez pas, hein, si on ne l'a pas, on vous la demande et puis tout va bien. Hein, d'accord? On continue de travailler comme ça. Mais voilà. Bon, donc tout ça, voilà, c'est le quotidien, c'est l'administration du personnel. Ça prend beaucoup de temps pour vous, hein, et puis pour nous derrière, évidemment. Donc, plus on est rigoureux là-dessus, plus on a de chances que ça se passe bien. Ok, bah, écoutez, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt pour les congés payés. Alors, j'organise ça. À très bientôt tout le monde. Bonne journée.